Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit programme, un petit bot, on peut appeler ça comme ça, qui va essayer de détecter automatiquement les niveaux de support et résistance sur les cours des cryptos. Et en effet, ça peut être quelque chose qui peut nous aider et être très puissant. On va faire ce petit bot comme on a l'habitude en Python, mais on va faire un petit plus, c'est que ce petit bot, on va pouvoir envoyer les données directement dans TradingView afin qu'on puisse les afficher dans TradingView et que ça soit un peu plus lisible, même si sur Python, vous allez voir, je vous ai déjà fait des beaux petits graphiques pour que ça soit lisible, mais sur TradingView, ça permet d'être plus interactif. Et par exemple, sur Bitcoin, j'ai pu ressortir ces niveaux de résistance qui me semblent très intéressants et qui, comme vous le voyez, a très bien fait effet, par exemple, ici, autour des 44 500. En effet, le Bitcoin a eu un gros rebond 2 fois. Là, on est en train de faire un double top. C'est pas une figure très jolie à voir, hein. Et comme on voit, on est venu ensuite s'appuyer sur la résistance qui était en dessous, qui, si on peut voir un peu sur le passé et qu'on dézoome, ces deux résistances qui ont été beaucoup travaillées, on les voit que ça a été travaillé dans cette zone, ça a été travaillé ici, ça a été travaillé ici, ici. Comme vous voyez, ces résistances ne sortent pas de nulle part, hein. Et pour la zone inférieure, c'est exactement pareil avec ces zones-là, cette zone-là, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance. L'historique de marché, c'est vraiment quelque chose dont on peut se servir pour trade, etc. Dont on peut se servir potentiellement pour des bots de trading. Je vais vous donner quelques peut-être idées pour utiliser ça dans des bots de trading, mais on va pas parler directement de bots de trading aujourd'hui. On va plus essayer d'expliquer, de comprendre le petit programme qui va nous permettre de donner des supports et des résistances avec des très beaux graphiques, et on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Vous voyez ces graphiques un peu complexes, vous n'y comprenez rien et vous voulez savoir comment générer ça, et ben vous êtes au bon endroit au bon moment. Si les vidéos sur la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à vous abonner. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Alors, on va maintenant essayer de comprendre comment générer un peu ces graphiques et comment générer des supports et des résistances, comment ça marche tout simplement. La première étape, peut-être pour générer des supports et des résistances, si vous êtes sur un graphique en général, c'est d'essayer de trouver ce qu'on appelle des tops et des bottoms de marché, hein. Donc, vous pouvez retrouver les tops ici, par exemple, ici ou ici. C'est ce qu'on appelle ça, ça va être des tops et des bottoms, par exemple, ici, ici ou ici. Et souvent, une résistance ou un support va souvent être défini à partir du moment où on a eu deux tops ou bottom dessus. Donc, par exemple, si on regarde par exemple cette résistance, comme vous voyez, on a eu un petit bottom ici, un petit bottom ici, un petit top ici, un petit top ici. Et bien, tout simplement, ça va créer un support ou une résistance, en fait, plutôt un niveau important. D'après moi, hein, et d'après ce que je vois dans le trading en général, j'aime pas trop parler vraiment de support et résistance, car pour moi, une résistance peut devenir support, un support peut devenir résistance. Ce qui est important, c'est que c'est des niveaux importants et des niveaux clés, et c'est ça qu'on va essayer de déterminer dans cette petite vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir du coup, c'est comment d'abord déterminer les tops et les bottoms. Et en fait, c'est tout l'objet de ce graphique qui, comme vous voyez, si on commence à regarder d'un peu plus près, on voit plein de petits traits. Et en fait, tous ces traits représentent un support ou une résistance. En effet, on peut voir que les traits marron-orange, on va dire, représentent des tops de marché, donc potentiellement plutôt des résistances, alors que les traits violets représentent plutôt les bottoms de marché et donc plutôt des supports. Et comme on le voit à chaque fois, on a tracé chaque trait à partir du moment où on a détecté le top, le bottom, etc. Donc c'est vraiment, vous voyez, hein, ici par exemple on a eu un bottom, on a tracé un trait qui commence d'ici, ici on a eu un top, on a tracé un trait qui commence d'ici, et ainsi de suite. Et à la fin, ça nous donne un petit graphique avec toutes les lignes clés, on va dire, qui, comme vous voyez ici, n'est pas vraiment exploitable, et on va essayer d'en faire quelque chose pour pouvoir en tirer vraiment des niveaux importants pour le marché que le marché garde en mémoire. Donc, si on devait du coup expliquer un peu comment on a fait tout ça. Donc, j'ai créé plusieurs fonctions, hein. Hop, la première fonction, déjà, hop, on va commenter tout ça. C'est tout simplement de nous permettre de récupérer l'historique, hein, le cours de marché, l'historique. Comme vous voyez ici, du coup, cette fonction, vous avez l'habitude de me voir l'utiliser. On va tout simplement récupérer le Open High Low Close du Bitcoin ici depuis 2021. En effet, pour récupérer les historiques, etc., ça ne sert à rien aujourd'hui de récupérer avant 2021, car si on regarde avant 2021, on n'aurait pas eu de niveau clé forcément, parce que c'est des prix tout simplement qu'on n'a jamais touché.
Et c'est potentiellement le défaut, je voulais insister aussi rapidement là-dessus, des supports et des résistances, c'est que lorsqu'on est en price discovery, lorsqu'on est arrivé ici justement début 2021, qu'est-ce qu'on pouvait anticiper comme support et résistance? Eh ben malheureusement aucun, on était totalement en price discovery, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune notion de passer sur ces prix. Mais en ce moment justement, je trouve que c'est très intéressant car on commence à avoir plus d'un an d'historique dans laquelle on a visité ces prix et on est à peu près au milieu justement entre le niveau bas qui était de 30 000 et le niveau haut qui était de 60 000, voire 70 000 plutôt. Et aujourd'hui, comme vous voyez, on est à 40 000, donc à peu près au milieu, et donc on est dans les prix qu'on a l'habitude de voir, et on peut se servir d'un historique de marché. Donc une fois qu'on a récupéré tout ça, tout simplement nos colonnes, nos high, low, close, j'ai fait une petite fonction qui va nous permettre de calculer, en fait, justement, de détecter automatiquement les tops et les bottoms. Alors, je vais vous afficher ce que ça donne. Vous voyez, on ressort le même dataset avec des open, high, low, close, et cette fois, on va avoir des tops et des bottoms avec des 0 lorsqu'il n'y en a pas et des 1 lorsqu'il y en a un. Donc, par exemple, vous voyez par exemple qu'on a détecté ici un top le 15 février, donc très récemment, hein, un top le 15 février, c'est exactement ça, vous voyez, à la clôture du 15 février, on a un petit top, et on voit qu'on a par exemple aussi déterminé un bottom le 13 février. Le 13 février, ça devait être cette date-là, je suppose. Voilà, vous voyez que la fonction marche très bien. Donc on va essayer d'expliquer rapidement le code, même si le but n'est pas de rentrer dans le détail. Et du coup, notre fonction getTop and bottom, qu'on peut retrouver du coup ici avec le paramètre que je vous ai expliqué du candle min window, qui va en fait déterminer du coup bien le nombre de bougies qu'on va prendre avant et après afin de vérifier qu'on a bien actuellement un top ou un bottom. Et du coup, ce qu'on va tout simplement faire, c'est à chaque colonne, on va dire, on va récupérer les X colonnes, les X bougies d'avant et d'après. On va le mettre tout ça dans un data frame. On va, par exemple, si vous voulez qu'on affiche ça, hop, à la fin, on pourrait, avant de retourner ici, on pourrait print dt pour se rendre compte de ce que cela donne. Hop, et si on affiche le dt, vous allez voir, on va avoir plein de colonnes supplémentaires que je vais faire exprès de ne pas retourner pour pas que ça rende un mauvais, tout simplement un truc pas très joli. Mais comme vous voyez ici, j'ai plein de colonnes, j'ai N2, N-2, N2, N3, N-3, et tout simplement, on va vérifier à chacune de ce que la colonne close actuelle est bien supérieure ou inférieure à chacune de ces N valeurs, donc N1, N2, N3 et N-1, N-2, N-3. Donc ça, c'est l'objet du petit for, où tout simplement, on va vérifier du coup pour N1, N2, N3 ici avec la paire le i, et N-1, N-2 et N-3 avec le -i tout simplement. Et à chaque fois qu'on va voir du coup que ça ne vérifie pas la condition, on va mettre 0, sachant qu'à l'initialisation, on a mis 1. Au début, on dit que toutes les lignes sont des bottoms et des tops. Et après, à chaque vérification, on va dire ah ben non, ça c'était pas un bottom, ah ben non, ça c'était pas un top. Et du coup, au final, on se retrouve tout simplement avec notre petit dataset, avec les tops et les bottoms, et 1 lorsqu'on a un bottom, et 0 sinon, et 1 lorsqu'on a un top, et 0 sinon. Donc ça, c'était la première étape, et peut-être la plus importante, qui, lorsqu'on va essayer d'afficher un peu ça, je ne vais pas rentrer dans comment on va afficher, mais en gros, peut nous retourner ce genre de graphique, avec du coup la liste de tous les bottoms et tous les tops, et à quelle date ils ont commencé, tout simplement. Et maintenant, peut-être un autre point qui, du coup, sur lequel on va s'attaquer, c'est comment ressortir de ça des niveaux clés. En effet, comme on l'a dit, pour déterminer des niveaux clés, et ben souvent il faut que on ait eu un même top ou un même bottom au même prix au moins 2 fois, souvent pour en creuser un. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement essayer de regrouper des valeurs entre elles. En effet, comme je vous le rappelle, ici on a nos tops et nos bottoms. Alors attendez, je vais commenter quand même le petit print, hop, pour pas qu'il m'embête par la suite. Hop. Et donc maintenant, on va utiliser la fonction levels. En fait, vous allez voir ce qu'elle va retourner. On va lui envoyer notre petit data frame avec les tops et les bottoms, et elle va nous retourner une liste de levels, donc une liste de niveaux, tout simplement, et elle va les regrouper ensemble lorsqu'ils sont similaires. Regardez, comme vous voyez ici, ça me ressort une liste de listes avec à chaque fois des valeurs. Et potentiellement, vous voyez, cette valeur est toute seule, cette valeur est toute seule, mais ici, vous voyez que vous avez des valeurs qui se sont mises ensemble. Et ça, c'est potentiellement ici, du coup, qu'on va prendre nos supports et nos résistances. Alors, pour rentrer
un tout petit peu et juste expliquer très globalement comment cette fonction marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la moyenne d'écart entre deux valeurs, tout simplement. Entre chacune des valeurs de nos résistances et supports, on va regarder la moyenne de l'écart. Et lorsque, entre deux valeurs, on a une valeur qui est inférieure à la moyenne, et ben on va tout simplement les regrouper dans une et même valeur, tout simplement. Et c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, ici, on a regroupé deux valeurs entre elles. Ici, on en a regroupé trois. Et par exemple, ici, peut-être un des supports et résistances les plus importants, on en a regroupé 4 ici et 4 là. Et tout ça, par contre, ça va dépendre aussi également d'un paramètre et du coup, à combien j'accepte de les regrouper, on va dire à peu près. Vous voyez que si je mets 1, par exemple, on voit que c'est 1, c'est la valeur par défaut, ça regroupe justement dès qu'on est inférieur à la moyenne. Par contre, si je veux que, par exemple, que les supports et les résistances soient regroupés plus facilement, eh ben, je peux mettre, disons, 3. Et dans ce cas-là, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de groupes. Comme vous voyez, les supports et les résistances ont été beaucoup plus groupés, avec cette fois-ci, par contre, du coup, forcément, des écarts beaucoup un peu plus importants. Vous voyez qu'on a regroupé la valeur 34 258 avec la valeur 35 546. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire pour les grouper, tout simplement, et à quel point vous voulez potentiellement grouper ces valeurs. Et voilà, à partir de là, de toute façon, maintenant, on a du coup nos niveaux et on est capable potentiellement de les afficher, ces niveaux. Et c'est tout l'objet ici. Et pour vous expliquer, en fait, du coup, j'ai regroupé toutes ces fonctions dans une seule, en fait, qui va être plot level. Du coup, on peut retrouver les deux paramètres qu'on a précisés précédemment. Donc, le top bottom window qui est du coup correspond à la taille des bougies avant et après pour sélectionner les tops et les bottoms. Donc ici, on va remettre 5 comme on avait fait tout à l'heure. Donc, le groupe multiplier qui est le paramètre dont je viens juste de vous parler. Donc ici, j'ai pris 2, mais par exemple, on peut essayer de prendre 1 qui veut dire qu'il va très peu grouper les valeurs, qui va les grouper lorsqu'elles sont proches, mais dès que ça va s'éloigner un peu, il va arrêter de les grouper. Et pour l'exemple, on va aussi prendre 1 pour le min group number. Donc vous allez voir un peu ce que ça donne. Comme vous voyez, ça va ici du coup min group number, qui est la troisième variable dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est une variable en fait tout simplement qui va déterminer à partir de combien les supports et résistances groupés ensemble, on va déterminer que c'est un niveau important. Donc si on prend 1, c'est-à-dire qu'on va tout le temps, chaque support et résistance vont être pris en compte comme étant un niveau important potentiel. Alors que si on va mettre par exemple 2, et on va prendre en compte que les valeurs qui ont été regroupées, et donc à partir du moment où au moins 2 supports ou résistances ont été regroupés ensemble, et comme vous voyez, ça fait un peu le nettoyage, et par exemple, comme vous voyez, la valeur qui était au-dessus, qui était toute seule, ici n'est plus prise en compte lorsque je prends 2. Donc pour vous montrer, on va relaisser un 1 pour vous montrer l'effet du groupe multiplier plutôt. Donc, comme vous voyez, le groupe multiplayer, ici, on a tout plein de supports résistance. Mais comme vous voyez, par exemple, certains niveaux importants ont été affichés très proches l'un de l'autre. Et par exemple, ces deux niveaux importants que vous pouvez voir ici, moi, j'ai peut-être envie de les regrouper en un seul. Et donc, si je veux plus regrouper les valeurs entre elles, je vais augmenter le groupe multiplier en le passant par exemple à 2, sachant qu'on pourrait mettre 1,5, enfin, ça accepte c'est un ratio, on va dire, donc ça accepte potentiellement les nombres à virgule. Et comme vous voyez, lorsque je mets un groupe multiplier à 2, il va beaucoup plus regrouper les variables entre elles. Et vous voyez qu'il y a moins d'écart entre les différents niveaux importants de support et de résistance. Donc, et enfin, du coup, avec le min group number, ici, avec 1, je trouve que c'est assez peu intéressant. Pour moi, il faut mettre 2 minimum, car c'est à ce moment-là qu'on peut parler vraiment de niveau important. C'est un niveau qui a été touché au moins 2 fois par le passé. Et donc, ça va nous afficher tout simplement nos différents niveaux ici. Et ces différents niveaux vont pouvoir être utilisés par la suite. On va le voir comment. Donc, vous avez maintenant tout pour faire varier vos différents paramètres. On peut même se placer par exemple sur Ethereum si on le souhaite, en disant qu'on veut récupérer que les résistances très importantes, par exemple avec 10. Il va peut-être pas y en avoir beaucoup si on prend 10. Mais on va voir quand même, vous voyez qu'en prenant que les supports et résistances très importantes, du coup 10, en les groupant plutôt de manière, on va dire, agressive lorsqu'on utilise 2, et en affichant que celles qui ont au moins 2 supports et résistances en commun, voilà le graphique qu'on obtient, qui semble très juste, et par exemple qui a d'ailleurs très bien marché pour la dernière résistance. Vous voyez qu'on arrive à avoir des trucs quand même assez précis, sachant que
Voilà, pour vous rappel, au début on a un truc comme ça et après avec un peu de travail, on arrive à passer sur ce genre de graphique qu'on va pouvoir potentiellement utiliser alors des bots, potentiellement avec du grid trading en disant que on achète et on l'en vend à chaque fois qu'on passe une résistance ou un support. On peut également l'utiliser pour placer des take profit en disant que lorsqu'on prend un trade, notre take profit ou inversement notre stop loss va être placé juste au-dessus ou en dessous la prochaine résistance support, donc surtout le prochain niveau important. Et ce que vous pouvez faire même, donc pour ça on va revenir sur le BTC, USDT, on va se mettre ici, on va rester groupé en deux et on va même mettre en 3 en disant qu'on veut vraiment que les niveaux importants avec on va sélectionner les tops et les moyens et les supports de façon plus ou moins difficile, mais en n'étant pas trop strict non plus. Et je vous ai mis un petit attribut qui est Show TV Code, sur lequel, si on met True, il va nous ressortir un petit texte, comme vous voyez ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est copier tout ça, aller sur TradingView, le petit indicateur que je mettrai dans la description ici, support et résistance. En soi, je pense qu'on aurait pu faire ça directement dans TradingView, mais mes compétences en PinScript ne sont pas assez bonnes. Mais ce que j'ai fait quand même, vu que j'ai quand même des bases, ben je vous ai fait un truc tout simplement où vous pouvez copier tout simplement tout le code qui vous est donné ici et vous remplacez toute cette partie et vous faites tout simplement sauvegarder et vous voyez que ça va vous créer vos graphiques. Par exemple, si j'actualise, disons, en disant par exemple que je veux très peu regrouper mes supports et mes résistances en ne prenant qu'un groupe multiplier de 1, et on va aussi par contre être moins strict du coup sur le min group number. Donc comme vous voyez ici, on a beaucoup plus de valeur. On a juste à copier-coller tout le code tout simplement, hop, et remplacer ici, faire sauvegarder, hop, et vous voyez ça nous a tout simplement, oula, je suis en mode dessin, ça nous a tout simplement affiché tous nos traits importants qu'on va pouvoir maintenant du coup directement utiliser dans TradingView si l'on souhaite utiliser. Et comme vous voyez, c'est plutôt assez précis, même si là, forcément, il y a un peu beaucoup de traits, donc ça semble un peu facile. Mais si on reprend le code d'avant, est-ce que je peux faire un CTRL Z? Non, c'est pas possible. Donc on va reprendre plutôt notre 2, 3 qui est pour moi une valeur que j'apprécie plutôt. Donc 5, 2, 3 pour moi, c'est des paramètres qui sont plutôt bons. Et comme vous voyez, on va récupérer tout ça. On va le remettre dans TradingView à la place de tout ça. Hop, on fait sauvegarder. Et ça va nous ressortir nos niveaux importants avec une petite notion qui est importante à prendre en compte, c'est que plus le trait est épais, plus le niveau est important, car il a été touché beaucoup de fois. En effet, je vais prendre en épaisseur le nombre de fois à peu près qu'il a été touché, plus ou moins. Donc plus le trait est de taille importante, plus il a été souvent touché par le passé. Donc on peut voir là le trait qui est actuel justement et qui a très bien fait barrage sur le double top du Bitcoin actuellement. Il a été touché beaucoup de fois. Si on va aller chercher par le passé, on voit qu'il y a eu une touche ici, une touche ici, une touche ici, une touche ici, potentiellement. Et je crois qu'il y en a même avant. Si on continue à y remonter, voilà, on a une belle touche. Donc c'est une très belle démonstration, je pense, de l'efficacité de cette détection de support et résistance. Alors attention, comme je vous l'ai dit précédemment, si je devais y émettre un défaut, c'est que déjà forcément c'est très paramétrable et vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez et avoir des trucs qui n'ont pas trop de sens, hein. Par exemple, si on prend et que si on met 3, 2, 3, 1, 1 par exemple, on risque d'avoir par exemple beaucoup de traits et ça ne risque de pas être exploitable, hein. Donc si vous n'avez pas trop envie de toucher, voilà, on se retrouve avec un truc comme ça et que là forcément qu'on va toucher nos supports et nos résistances à tout moment, même si on peut quand même analyser de manière un peu différente et voir qu'il y a des groupes de valeurs à certains endroits et dire que c'est du coup potentiellement des endroits qui sont plus travaillés que d'autres. Mais pour ça, ce que je vous conseille du coup, si vous ne voulez pas trop bidouiller les paramètres, c'est les paramètres 5, 2 et 3 qui sont pour moi
très bons et qui, comme vous l'avez vu sur TradingView, sont quand même très efficaces et qui ont été même très efficaces très récemment, hein. Si on regarde à peu près, c'est vraiment très précis par rapport à ce qu'on peut voir. On a pratiquement trouvé notre bottom ici. Ici, on a un petit top. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très efficace. Alors après, ça n'empêche que les supports et les résistances peuvent être aussi complètement traversés, comme il y a eu là, hein. Mais vous voyez que c'est quand même très intéressant et je pense que c'est une notion qui va pouvoir peut-être être utilisée par la suite, que l'on essaiera peut-être d'utiliser dans une prochaine vidéo. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez maintenant tout sur comment détecter des supports, des résistances, des niveaux importants, des tops, des bottoms. Donc vous avez vu un peu comment on peut se débrouiller pour détecter ça et ensuite même l'importer dans TradingView si vous voulez faire du trading manuel ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir aussi l'utiliser en tant que bot de trading comme indication pour par exemple des take profit et des stop loss. Cela sera sûrement l'objet de prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de partager le contenu à vos amis, à vos connaissances du milieu de la crypto. Et également, vous pouvez rejoindre notre channel Discord dans lequel on parle de bots de trading, de crypto, avec une grosse communauté qui s'entraide autour de tout ça. Tous les liens sont bien sûr dans la description, ainsi que le code qui reste open source comme toujours. Ça, on ne change pas, une équipe qui gagne. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée. Salut tout le monde!